C'est une question ce matin. Niger, intervention militaire française. Pourquoi Paris a-t-il menti? Nous nous interrogeons, mesdames, messieurs. Madame, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes. Nous sommes le lundi 11 novembre de l'an de grâce 2024. Bienvenue à toutes et à tous à cette édition de Parole panafricaniste. L'audition devant la commission de défense de l'Assemblée nationale de Jean-Marie Bockel le 6 novembre dernier était très attendue. Au détour de la conversation, l'envoyé spécial du président en Afrique a toutefois lâché pour illustrer son propos sur l'utilité de garder des bases pérennes en Afrique. Quand il y a eu la crise au Niger, eh bien, on a été capable d'installer à Abidjan 2000 hommes en quelques heures, a-t-il déclaré. Ce qui confirme qu'une intervention militaire a été bel et bien envisagée par Paris sans jamais aboutir pour libérer l'ancien président nigérien Bazoum. Promise depuis 2022, la nouvelle stratégie militaire de la France en Afrique se fait toujours attendre. Les conclusions et le rapport de l'ancien sénateur qui s'est vu confier en février la lourde tâche de refonder la stratégie militaire française sur le continent noir étaient annoncés pour juillet, mais ont été à nouveau reportés. Entendu pendant plus de 2 heures, Jean-Marie Bockel a tant impatienté les députés que l'élu de la France insoumise, Aurélien Saint-Aul, a demandé à l'orateur de ne pas nous saouler de généralité, tandis que Bernard Chette, de l'Union des droites pour la République, faisait part en ces termes de son désarroi. Il dit, et je cite, « Nous attendons avec beaucoup d'intérêt votre éclairage sur la refonte de notre configuration militaire en Afrique et j'avoue qu'après 1h30 d'audition, je reste dans le flou, voire dans l'ignorance. » Fin de citation. L'envoyé de Macron en Afrique a pourtant, mais sans le vouloir, lâché une bombe en déclarant, et je cite, « Quand il y a eu la crise au Niger, on a été capable d'installer à Abidjan 2000 hommes en quelques heures. » Ce sont ses propos. Or, la France n'avait jamais reconnu avoir réagi par un déploiement militaire à l'installation d'une personne ou alors des militaires au pouvoir. Mieux, lorsque les militaires ont pris le pouvoir, eh bien, l'armée nigériane avait accusé la France de déployer ses forces dans plusieurs pays de la CEDEAO, dont la Côte d'Ivoire, pour réinstaller le président Mohamed Bazoum dans son fauteuil. Paris avait fermement démenti cette information. Les révélations de l'envoyé personnel d'Emmanuel Macron en Afrique confirment bel et bien les déclarations des militaires au pouvoir au Niger. Aucune intervention militaire n'a eu lieu finalement, comme prévu au Niger, mais on n'est pas passé très loin d'un tel scénario, a-t-il encore ajouté. Après le renversement de Mohamed Bazoum le 26 juillet 2023, le président français avait pesé de tout son poids en faveur d'une intervention militaire ouest-africaine pour chasser, on va le dire, les militaires du pouvoir, restaurer, selon lui, la démocratie. Le rôle précis de la France dans ce scénario est resté volontairement flou, mais la tension inédite entre Paris et Niamey a conduit au départ forcé du contingent militaire français et de l'ambassadeur Sylvain Ité dans les semaines qui ont suivi la prise de pouvoir par les militaires. Le projet d'intervention régionale a finalement avorté, mais il a conduit le Niger, le Mali et le Burkina Faso à quitter l'organisation ouest-africaine qu'on appelle la CEDEAO. Voilà pourquoi, mesdames, messieurs, nous nous interrogeons. Niger, intervention militaire française, pourquoi Paris a-t-il menti? Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Albert Anatole Aïssi, le directeur de publication du journal Le Cactus, journaliste d'investigation. C'est notre invité ce lundi matin. Albert Anatole Aïssi, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour à vous, M. Thib Langos. Je dis bonjour aux techniciens. Je n'oublie pas le management de Panafricaniste TV. Je salue spécialement ce matin tous ces opprimés, n'est-ce pas, qui vivent les dégâts collatéraux que les mondialistes, je veux dire, de la guerre que les mondialistes livrent, n'est-ce pas, se livrent ou livrent, n'est-ce pas, aux autres peuples, n'est-ce pas, pour garder le contrôle de leur hégémonie, mais surtout de leurs intérêts. Je fais ici, n'est-ce pas, allusion. Je fais ici allusion
à ce qui se passe actuellement du côté de Gaza, où vous avez 70%, je vous dis, sur les milliers de morts, que nous pouvons dénombrer de ce côté-là, vous avez 70% qui sont à la fois des enfants et des femmes. De ce côté, les mondialistes vous disent que Israël a toujours le droit de se défendre, y compris en tuant les populations civiles, parmi lesquelles les nourrissons, les enfants. Bref, les personnes sans défense. Il n'y a pas un génocide de ce côté-là, selon leur narrative. Il n'y a rien à voir, il faut circuler, mais sauf que dès lors que, n'est-ce pas, l'enfant chéri de Washington commence à faire ses caprices, comme il en a depuis le 7 octobre dernier, l'habitude de faire, ça commence à les embarrasser, c'est d'autant que M. Netanyahu pense qu'il ne peut pas s'aligner dans le système du droit international. Il bat en brèche, n'est-ce pas, les résolutions de l'ONU. Il bombarde même, n'est-ce pas, les installations de l'ONU de ce côté-là, notamment les installations de l'ONU en charge des prises en charge humanitaires des réfugiés palestiniens. En tout cas, je crois que lorsque vous décidez de dîner avec le diable, il faut surtout avoir une longue cœur. Merci pour l'invitation. Lorsque vous flirtez avec le diable, on sait quand ça commence, mais jamais quand ça se termine. Niger, intervention militaire française. Pourquoi Paris a-t-il menti? Albert Anatole ici. Eh bien, voici les propos de celui qui représentait Emmanuel Macron sur le continent africain. Quand il y a eu la crise au Niger, on a été capable d'installer à Abidjan 2000 hommes en quelques heures. Écoutez, monsieur Jacques-Marc Marie Bockel, c'est l'envoyé personnel de M. Macron, oui. Dans certaines néocolonies du côté du continent africain, notamment la Côte d'Ivoire, le Tchad, le Gabon, le Sénégal. Pour ne citer que ces quatre-là, que M. Jupiter a envoyé il y a quelques mois sur le continent africain pour justement essayer de faire une évaluation de la probabilité pour Paris de reconfigurer sa présence militaire dans ces néocolonies. Et à la suite justement de ce pèlerinage africain, non seulement M. Bockel a fait son rapport, je veux dire son premier rapport, qui a été adressé à qui de droit, mais également il a fait l'objet d'une audition au Parlement français par rapport justement à la pertinence de ce pèlerinage sur le continent africain et davantage sur la pertinence de la présence française en Afrique, n'est-ce pas, la présence militaire et des bases militaires françaises sur le continent africain qui sont de plus en plus contestées, soit dit en passant, par des opinions non seulement africaines, mais surtout souverainistes panafricaines. Donc, c'est dans ce contexte que monsieur Bockel nous apprend trois choses. Il nous apprend trois choses. D'abord, que les partenaires africains ne veulent pas le départ des militaires français du continent africain. Alors, question, lorsqu'il parle de partenaires africains, de qui parle-t-il? La seconde chose que M. Bockel nous apprend dans son communiqué, c'est que, bon, il n'est pas question, il est question justement de redéployer, n'est-ce pas, l'armée française dans ces néocolonies-là, parce qu'en tous les cas, c'est la volonté des partenaires, n'est-ce pas, africains de la France. Une fois de plus, de quel partenaire parle-t-il? Maintenant, le scoop, c'est lui-là. C'est-à-dire que dans le contexte du projet d'intervention militaire de Paris au Niger, il y a environ 2 ou 3 mois, eh bien, les révolutionnaires du Mali, de Burkina Faso et du Niger avaient clairement, mais alors clairement indiqué que Paris avait un projet d'intervention militaire au Niger. Ce que bien évidemment Paris a nié. Oui. Paris a nié, y compris à travers sa propagande, que vous savez, ou bien ses médias de propagande, au travers même le porte-parole de l'Élysée, qui ont dit qu'en fait, les révolutionnaires du Niger étaient dans une sorte de transe, ils étaient dans une sorte de paranoïa, et que jamais Paris n'était ni derrière la CEDEAO, qui était, j'ai envie de dire, la tête de pont de cette intervention militaire, et que même Paris n'avait même pas envisagé d'un déploiement
de ces mercenaires du côté du Niger. Alors, comme un crime jamais parfait, M. Bokel nous apprend donc, dans son audition depuis d'1h30 au Parlement français, qu'effectivement, la justification des bases militaires et des militaires français sur le continent africain peut, n'est-ce pas, reposer sur 2 ou 3 piliers. Le premier pilier, intervenir militairement quand ça l'arrange, lorsqu'il faut protéger soit ses larves, ses vassaux ou ses intérêts. C'est le scénario qu'il a évoqué là. Le second aspect de la justification, selon M. Bokel, de la présence militaire française sur le continent africain, c'est quoi? C'est que, en cas de menace, ils sont capables de mobiliser, n'est-ce pas, les mercenaires. En quelques heures. En quelques heures, en tout cas plus de 2000. Ce qui suppose donc que, réellement, contrairement au narratif que nous avons toujours entendu, sur une prétendue relation de partenariat en matière de sécurité ou de défense avec Paris, en réalité, les militaires français sur le continent africain ont un objectif très précis. Permettre à la France d'exister au travers des coups d'État, au travers des conflits armés, au travers des ingérences. Et ce qui bat justement en brèche, le narratif selon lequel Paris n'est plus présent sur le continent africain. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les opinions françaises et les leaders, je veux dire les politiques français, les officiers qui le prétendent. Mais au travers justement de cette intervention que je juge très arrogante et condescendante, comme d'habitude, et pétéraliste, c'est que Paris considère certains pays africains comme des néocolonies. C'est pour cela qu'ils peuvent donc se donner la liberté de faire le choix des dirigeants choisis, entre guillemets, par des peuples, au travers des mascarades d'élections. Au travers des mascarades des électorats, si vous voulez. Donc, voilà un peu le tableau. Je me résume. Paris avoue, au travers de la voix de Bokel, que la France-Afrique existe toujours et se porte encore très bien sur le continent africain, ce qui lui donne la latitude à Paris d'intervenir militairement sur le continent africain et d'exister militairement au travers de ces mercenaires et des bases militaires, n'est-ce pas? Ça, c'est d'un de deux. Cette intervention de M. Bokel nous donne également la latitude de comprendre que Paris, au travers de son armée sur le continent africain, a besoin d'exister au niveau des instances internationales parce qu'en réalité, c'est les bases militaires françaises qui sont en quelque sorte la voilure géopolitique, n'est-ce pas, de Paris au travers des instances internationales. La troisième chose qu'il faut retenir comme leçon, c'est qu'en réalité, nous avons au sein du territoire africain des vassaux, j'ai envie de dire, des traîtres, à l'instar de celui dont la descente ne me permet pas de prononcer son nom, au travers qui on devait mobiliser 2000 soldats pour aller intervenir du côté du Niger, partant du côté d'Abidjan. Albert Natola ici, pourtant, on se rappelle de la déclaration d'Emmanuel Macron déclarant, je cite, que celui qui n'a pas besoin de la France sur son sol n'a qu'à le dire et la France partira. C'est des menteurs, et ils ont toujours été des menteurs, vous le savez. S'ils ont toujours été des menteurs, pourquoi voulez-vous qu'ils vous disent aujourd'hui la vérité? Ils nous ont menti sur plusieurs choses, je cite pêle-mêle 2 ou 3 cas. Ils vous ont dit que, je veux surtout parler de ce personnage lugubre que vous venez de citer. En 2017, lors de son premier mandat, qu'est-ce qu'il vous dit? La France-Afrique s'était amenée. C'est pas ce qu'il arrive. Oui. Nous sommes là devant les étudiants, on s'est dit l'avenir de l'Afrique, du côté du Burkina Faso, à l'université, je crois, Tchekata Diop, je crois bien, devant les étudiants, où il a humilié un dirigeant de ce pays. Il a dit que la France-Afrique s'était terminée. Nous étions en 2017. 7 ans plus tard, la France-Afrique s'est terminée. Puisque justement le projet d'intervention militaire date de 2023 au Niger. C'est donc la preuve que la France-Afrique
Mais j'avais terminé. C'est toujours, c'est-à-dire, ça se porte même très bien, ça a même pris des ailes. Deuxième illustration de mon propos. Que fait l'armée, que font les bases militaires sur le continent africain? C'est quoi leur rôle? Quelle est leur mission? Ont-ils eu l'assentiment des peuples africains pour exister sur le continent africain? Je voulais quand même vous rappeler qu'au moment où Barkhane se redéploie, après avoir été chassé du Mali vers le Niger, sa présence ou sa configuration ne reposait sur aucune base juridique. C'est après avoir été déployé sur le sol nigérien que Bazoum, le vassal, a convoqué illico presto le Parlement pour donner une légitimité légale à cette bande de mercenaires. Je crois que la suite est connue. Ils ont été chassés parce qu'en réalité, ça reposait sur une base illégale. La troisième chose qui illustre mon propos, nous sommes au Mali. Savoir que la France-Afrique, ce n'est jamais terminé. Précisément à Kidal. Mais quel était le rôle véritable de l'armée française à Kidal au Mali? Le rôle de l'armée française à Kidal au Mali ne consistait pas à aider le peuple malien ou les dirigeants maliens à lutter contre le terrorisme, contrairement au narratif qui a été amplifié ça et là. Bien au contraire, la mission de l'armée française au Mali consistait d'abord à alimenter le terrorisme pour continuer à exister, à justifier sa présence. À piller des ressources du nord du Mali, à s'investir dans les trafics de tout ordre, notamment de la drogue, il faut le dire. L'armée française, comme la plupart d'autres armées, sont toujours impliquées dans les affaires de faits divers. Quand ce ne sont pas des viols, ce sont des trafics. Comme je l'ai tout à l'heure indiqué, Paris utilise donc son armée comme un instrument géopolitique pour avoir une certaine visibilité au niveau des instances internationales. En un mot comme en mille, le narratif qui consiste à dire que Paris, la France-Afrique s'est terminée, c'est faux. Je termine par un autre exemple. Pour ces pays-là qui utilisent cette monnaie, le franc CFA. Mais pourquoi est-ce qu'un État ex-colonie ou néocolon peut-il continuer à contrôler la monnaie de 15 pays? C'est-à-dire le franc CFA. Si cette monnaie ne lui rendait pas de service du point de vue macroéconomique, pour l'aider du point de vue géopolitique, entre autres, parce qu'en réalité, les dividendes générés par la gestion du franc CFA par Paris lui permet justement non seulement d'entretenir son train de vie opulent, mais davantage à payer ses chômeurs. Alors que sur le continent africain, nous en avons des chômeurs qui n'ont pas de salaire. Mais en France, vous avez des personnes qui dorment chez eux du 1er janvier au 31 décembre, qui sont payés. Mais où Paris prendre cet argent pour payer ses chômeurs? C'est ça la question. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a voilà une succession de mensonges qui laisse à penser, ou bien qui fait croire qu'en réalité, Paris est parti, n'est-ce pas, du continent africain. Mais quel intérêt? Si Paris n'avait pas un intérêt quelconque à rester sur le continent africain, partout leur demande de partir. Pourquoi ça fait problème? Vous l'avez d'ailleurs dit, que dans le contexte de la crise avec Paris et le G5 Sahel, où Macron a eu l'arrogance et la condescendance qui le caractérise, de convoquer les chefs d'État du G5 Sahel, notamment le Mali, le Niger, le Burkina Faso, le Tchad de l'époque, du maréchal, entre autres, de venir s'expliquer. Que ces chefs d'État viennent lui expliquer le pourquoi le sentiment anti-français, quand lui mobilise son armée au point de sacrifice, mais pourquoi est-ce que ces pays où eux déploient son armée, il y a un sentiment anti-français? Mais il ne peut qu'avoir un sentiment anti-français parce que justement, il y a un gros mensonge derrière la présence de l'armée française sur le continent africain. Et ce sentiment anti-français va aller s'amplifiant
Aujourd'hui, nous sommes encore dans ce que j'ai envie d'appeler la guerre communicationnelle. Mais à un moment donné, ça va prendre notre tenue, ça c'est aussi vrai. Que si les dirigeants français vont continuer à mettre du coton dans leurs oreilles pour ne pas entendre l'écho qui résonne, je parle de cette vague panafricaniste, de ces opinions, de cette masse critique qui conteste la présence française, je veux dire la présence des militaires français sur le continent africain, la présence des bases militaires françaises sur le continent africain, mais surtout la politique française en Afrique, mais bien évidemment, ça va virer l'affrontement. Et ça va virer puisque nous avons été confrontés à la France dans la lutte d'indépendance, ça ne nous générait pas, nous les descendants de combattants, de lutter à nouveau contre les descendants des oppresseurs. Ça, je vous le dis avec beaucoup de fermeté parce que je suis un adepte spécifique des combattants. Je n'aurais pas foi de le dire. Monsieur Sylvie Longo, c'est-à-dire que si les dirigeants français continuent à se mettre du coton dans les oreilles pour ne pas comprendre que nous n'avons pas besoin de leur arrogance, du paternalisme, du néocolonialisme français sur le continent africain, parce que ça dessert le continent africain et les Africains, ça va, non seulement la guerre communicationnelle que nous menons actuellement va davantage s'amplifier, nous allons virer à une autre forme de guerre. Il faut que ce soit clair. Maintenant, je vais terminer en disant que, M. Ngoz, le principe pour les panafricanistes que nous sommes, et pour la majorité des Africains, c'est zéro présence des militaires français sur le continent africain, zéro base militaire française sur le continent africain. Et zéro franc CFA. C'est une menace pour la souveraineté de nos États, mais surtout, c'est un danger permanent pour la stabilité de nos États. Albert Anatola, ici, il faut quand même rappeler à nos téléspectateurs qu'Emmanuel Macron avait reçu séparément à l'Élysée au cours de la dernière semaine de septembre 2023 deux proches de son homologue nigérien, Mohamed Bazoum, qui était détenu et surtout en résidence surveillée à Niamey depuis le 26 juillet de l'année dernière. Le ministre des Affaires étrangères du gouvernement renversé, Assoumi Massaoudou et le général Mahamadou Abou Tarka, président de la haute autorité à la consolidation de la paix, mais jusqu'à preuve de contraire, là aussi, on nie que Paris voulait utiliser certains pays, alors les pays de la CEDEAO, pour une intervention militaire du côté du Niger. Une autre question dans cette question, comment comprendre que la Côte d'Ivoire avait accepté d'accueillir 2000 soldats français sur son sol pour attaquer le Niger? Mais la réponse est simple. Le vassal d'Abidjan, vous avez dit, qu'est-ce qu'il vous a dit le vassal d'Abidjan? Qu'est-ce qu'il vous a dit, le vassal d'Abidjan? Qu'il est arrivé au pouvoir grâce à la France. Il dit qu'il doit tout, il a dit qu'il doit tout à la France. Je crois que c'est clair. Quand un vassal vous dit « je dois tout à la France », ça veut dire qu'il doit son fauteuil non pas aux Ivoiriens, mais il doit tout à la France. Ça veut donc tout simplement dire qu'il sert la France, qu'il travaille pour la France, et il est prêt à faire tout et n'importe quoi pour la France. Raison pour laquelle nous disons qu'il faut que ce monsieur soit débarqué de la tête de la Côte d'Ivoire. Soit par voie électorale, ce qui sera difficile, soit par voie de révolution. Des documents existent, ce n'est pas de la subversion que nous faisons, ce n'est pas de la propagande, ce n'est pas de la manipulation. Il a dit clairement qu'il doit tout à la France. La preuve, qui est son conseiller? Mais c'est lui qui a tué des millions d'Ivoiriens pour installer le Massal. Nicolas Sarkozy. Bien évidemment. Donc, ce n'est pas étonnant pour nous, ce n'est pas une surprise pour ceux qui observent le Massal. Maintenant, nous pensons que si le projet d'intervention militaire de Macron sur la bannière de la CEDEAO a échoué, ce n'est pas parce que Macron ou bien Ouattara, le Vassal, je me suis même risqué à prononcer son nom, a justement, ils ont estimé qu'ils étaient très forts pour annuler cela. Non. Le Vassal d'Abidjan a fait face à une confrontation interne au sein de son armée. Et il savait que dès lors qu'il y a des voix discordantes au sein de son armée, des voix qui condamnaient, qui décriaient une intervention militaire française contre un État africain, contre les frères africains, mais il était obligé en obligation de reculer. Et ensuite, il y a eu cette déclaration, j'ai envie de dire historique, du capitaine Ibrahim Traoré, qui a dit clairement que une intervention militaire
contre le Niger serait considéré comme une déclaration de guerre contre le Burkina Faso. Je crois que là, les choses étaient claires. Le message était très clair. Je n'ai pas la certitude, aussi fêlé qu'il puisse l'être, n'est-ce pas, le syndicat des Dacia où il allait prendre le risque de voir, n'est-ce pas, j'ai envie de dire, de contribuer à l'embrasement de la communauté ouest-africaine. Parce qu'ils étaient 4 qui étaient mobilisés dans ce projet. Le vassal du Bénin, le dormeur du Nigeria, le vassal d'Abidjan, bien évidemment, l'autre corrompu qui est du côté du Ghana, qui était engagé dans ce projet d'intervention militaire. Je crois qu'ils ont dû reculer parce que justement, il était fort possible que ceux qui ne se sont pas prononcés, même au sein même de l'instance communautaire, n'allaient pas s'allier derrière un tel projet d'agression d'un pays étranger qui utilisait comme camisole la CEDEAO pour attaquer un pays africain. Je pense que l'histoire de la Libye a parlé à plus d'un. C'est important. L'histoire de la Côte d'Ivoire, dans le contexte de la crise post-électorale de 2011, a également parlé à plus d'un. Donc, je crois qu'aujourd'hui, mais ce projet, il ne faut pas accélérer. Ce projet d'intervention militaire demeure. Il demeure, c'est la raison pour laquelle, M. Ngos, nous militons pour le départ, j'ai envie de dire pour le chassement, si vous voulez, oui, pour le chassement total et collectif des Français, je dis bien des mercenaires français du Gabon, du Tchad, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, partout ils se trouvent sur le continent africain, ils doivent être chassés avec leur, n'est-ce pas, avec leur ferraille. Il faut qu'ils soient chassés. Si vous sortez de cette édition de Parole panafricaniste, il faut quand même dire que les sénateurs du côté de la France avaient posé pas mal de questions à M. Bockel. Et d'ailleurs, l'un d'entre eux, Bernard Chais, de l'Union des droites pour la République, faisait part en ces termes de son désarroi. Il dit, je cite, « Nous attendions avec beaucoup d'intérêt votre éclairage sur la refonte de notre configuration militaire en Afrique. Et j'avoue qu'après 1h30 d'audition, je reste dans le flou, voire dans l'ignorance dont le projet reste et demeure. » Non, le problème c'est que même, je ne peux pas prendre pour argent comptant une déclaration parce que ce n'est pas ce que nous demandons. Ils vivent et c'est... Français sur le continent. Donc, c'est même politique. On parle de refonte quand même. Il ne s'agit pas de réforme, non, nous parlons du départ. C'est ça qu'il dit. Non, c'est pas... Non, déjà, écoutez, monsieur Thibault, je crois que sur ce même plateau, il y a quelques semaines, nous avons suscité un débat autour d'un conseil de défense organisé à Macron, à l'Élysée par Macron, sur justement la présence des bases militaires et des militaires français sur le continent africain. Un conseil de défense qui parle des problèmes des Africains sans les Africains. Vous trouvez cela acceptable? Du tout. Non, est-ce que vous trouvez cela acceptable? C'est-à-dire que vous avez un nouvel élu qui réunit son conseil de défense pour parler des questions géopolitiques et géostratégiques du continent africain sans des Africains. C'est une raison supplémentaire pour maintenir la fermeté sur cette question. Ça dit, vous n'avez pas... Il nous renvoie à l'époque de 1884-1885 où on parlait de l'Afrique sans les Africains. Mais c'est absolument, c'est quelque chose d'intolérable, monsieur. Mais attendez, je peux aller gêner parce que vous ne voyez pas la gravité d'une telle situation. Mais c'est très grave ça. C'est-à-dire, en 2024, on parle de l'avenir des Africains, de l'avenir du continent africain, au travers des bases militaires, des reconfigurations militaires, sans les Africains. Mais il faut détruire ces choses-là sur le continent africain, monsieur. Partout où ça se trouve, dès maintenant, dès demain matin, il faut que les Tchadiens, les Gabonais, il faut que les Maliens, ça a été fait, il faut que les Sénégalais, les Ivoiriens chassent les Béninois, ainsi que les Djiboutiens, chassent cette racaille de notre territoire, monsieur Thibault de Longos. Ce n'est pas une question d'émotion, c'est une question de souveraineté, pas de souveraineté, nous parlons de souveraineté. Et du point de vue des rapports diplomatiques, la réciprocité s'applique. Et dès lors que la réciprocité ne peut pas s'appliquer sur cette question, ça veut dire qu'il y a un problème. Je ne pense pas qu'il puisse être imaginable
que le Gabon, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, le Tchad puissent avoir des bases militaires sur le sol français. C'est même pas envisageable, monsieur. Mais pourquoi voulez-vous que nous acceptions cela? Les parlements n'ont pas été consultés, c'est-à-dire les voix représentatives des masses populaires. Dès lors, ça porte le sceau d'illégitimité et d'illégalité. Pour ces raisons, ça doit être démantelé. Merci à vous, Albert Ladola, ici d'avoir répondu à nos questions. Merci pour l'invitation. Merci à vous également, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Restez sur Panafricaniste TV, partagez au plus grand nombre pour que Panafricaniste TV soit vu de par le monde. N'oubliez surtout pas de liker sur nos pages Facebook et YouTube. Bonne journée à toutes et à tous et à très bientôt.